Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 18 janvier 2012. Crise universitaire, les professeurs dans la rue, le syndicat autonome des enseignants du supérieur a organisé une marche ce mercredi à Dakar. Depuis de nombreuses semaines, ils sont en grève pour des conditions de vie et de travail meilleures. Le thieboudienne coûte encore plus cher. Le sac de riz parfumé de 50 kg passe de 16 à 17 000 francs. Chez certains commerçants, il est même vendu à 20 000. Un mauvais parfum pour les consommateurs. Jean-Pierre Dian de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal sera là ce soir pour répondre à nos questions. Tournée du président Abdoulaye Wade, le chef de l'État inaugure 2 forages dans la région de Thiès. Le M23 qui s'oppose à sa candidature à un autre mandat tient un rassemblement le 23 janvier à Guédiawaye en banlieue dakaroise. Cannes 2012, les Lions s'envolent jeudi pour la Guinée équatoriale. Le Sénégal joue son premier match face à la Zambie samedi, jour d'ouverture de la compétition. Nous vous montrons ce soir les images de la remise du drapeau national à l'équipe d'Amara Traoré. Et puis, Média, RFM porte toujours le maillot jaune dans le classement des radios écoutées à Dakar. Un sondage Médiamétrie aux médias confirme la première place de la 94.0 sur une population de plus d'1 500 000 habitants. 66% dit écouter RFM tous les jours ou presque. Bienvenue. Bonsoir, Ablaïder. Bonsoir, Maman. Direction Ziguinchor d'abord. Les étudiants toujours en colère après la mort de Jean-Michel Cabral. Il a été abattu suite à une manifestation estudiantine, 96 heures de grève décrétées et une famille éplorée, mais courageuse que vous avez rencontrée, n'est-ce pas, Bakary Konté? Lors de l'Assemblée générale tenue ce matin à l'Université de Ziguinchor, les étudiants ont décrété 92 heures renouvelables. Élèves et étudiants se sont ensuite rendus à l'Institut privé Sud Info, l'établissement de Jean-Michel Cabral. Ils ont décidé de ne plus regagner les salles de classe jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Ils demandent que justice soit faite dans les plus brefs délais. Une marche est prévue lundi dans les différentes artères de la ville pour manifester leur colère. Tadjank, François Senghor et Ibrahima Ba, tous des délégués, parlent de négligence des médecins. Ils pensent que le jeune étudiant pourrait être sauvé. Le directeur de Sud Info, Alassane Gom, déplore le fait que les autorités ne se sont pas déplacées vers la maison mortuaire. Il ajoute que le Sénégal n'est pas un pays de teranga. Les parents du défunt appellent au calme. Bakary Konté, merci donc. Les vacataires réclament, eux, leur salaire. Et ce sont des arriérés et ils menacent de durcir le ton si les autorités ne réagissent pas. Les vacataires de la région de Dakar se sont rendus à l'inspection d'académie de la capitale ce matin. Maktar Kalanyang, leur porte-parole. De la génération 2011, des vacataires recrutés par l'IA. Et ça fait 2 mois que nous sommes dans les écoles sans salaire. On a rencontré l'inspecteur lui-même en personne. Il nous a dit que, n'est-ce pas, il a fait tous les états et que certainement ceci est lié à une certaine probabilité de lenteur administrative, et ainsi de suite. Donc, mais ils nous ont dit que carrément, ils ne peuvent pas nous payer d'ici la fin du mois de janvier, début février. Nous les donnons tout simplement un ultimatum d'ici lundi et après nous allons véritablement dérouler notre seconde phase d'action. Aminata Mbaresso, qui a interrogé Maktar Kalanyang, a tenté de recueillir la version de l'IA, l'inspecteur d'académie, qui a évoqué un emploi du temps chargé. Il se veut lui aussi Monsieur Forage. Le président Wade inaugure 2 forages dans la région de Thiès. 2 réservoirs d'eau potable d'une capacité de 2500 mètres cubes et c'est pour alimenter en eau les populations situées sur l'axe Noto-Ndiosmone, des populations qui ont profité de l'occasion pour revenir sur les autres problèmes qui plombent la zone. Matar Gueye est le PCR, le président du conseil rural de Tasset. Nous avons des difficultés encore par rapport à la continuation de la route goudronnée Tasset-Mbour, parce que les 2 tiers des villages de la commune rurale se trouvent sur l'axe Tasset-Mbour.
Donc nous avons besoin que cette route soit goudronnée, d'autant plus que c'est une route qui traverse 3 villages de chefs religieux. Le Dara de Serigne Saliou, le village de Cheikh Moudoumbe Khaban et ensuite le village de Touba Ndiéné. Nous avons également par ailleurs une autre préoccupation, c'est-à-dire c'est l'électrification rurale. La communauté s'est polarisée 51 villages, mais malheureusement nous n'avons qu'un village électrifié. Encore une candidature à la présidentielle 2012, Kemba Kende, il est économiste et financier. L'administrateur de Sénégal 2.0 fait de l'agriculture, la santé, l'éducation et l'habitat ses priorités. Il a fait face à la presse, c'était hier. Il s'agit là de 4 secteurs prioritaires. Le premier est l'agriculture. L'agriculture est importante parce qu'il s'agit là de sécurité alimentaire. Le deuxième volet est donc le volet de l'éducation. L'éducation est fondamentale. On doit donner aux Sénégalais la chance d'être les meilleurs. Le troisième point important, c'est le problème de la santé. On peut penser effectivement que, ayant la meilleure université de médecine en Afrique, que le Sénégal devrait être en mesure d'avoir une industrie dans le domaine de la médecine. Le quatrième volet prioritaire est en fait le logement, l'habitat. Il s'agit pour nous de nous assurer que l'habitat, le gap qui existe entre l'offre et la demande est résolu d'une part, et surtout que les logements sociaux soient une priorité. Études médias, RFM confirme sa place de numéro 1 à Dakar. Et c'est tout à votre honneur, Mamoudou. La radio Futur Média reste la radio la plus écoutée à Dakar, devant les autres. Une confirmation d'un sondage publié par Médiamétrie en collaboration avec Omédia. Le directeur de la rédaction de RFM se réjouit de ces résultats et précise que le groupe Futur Média n'est pas commanditaire de ces sondages. Alassane Samba Diop. Le résultat pour nous, c'est d'abord encourageant. Ensuite, c'est de faire davantage. Je pense que les gens doivent continuer à travailler. Le sondage, c'est une photographie de moment T. Mais ce qui est le plus important, c'est que les travailleurs de Futur Média continuent davantage à se battre sur le terrain, à conserver cette première place que la radio a acquise depuis 2006. Donc le sondage qui a été fait par Médiamétrie, qui est une société française, qui a une filiale au Sénégal qui s'appelle Omédia. C'est une agence qui a commandé le sondage, c'est même pas nous qui l'avons commandé ce sondage-là, qui voulait voir un peu en Afrique de l'Ouest quelles sont les chaînes de radio, télévision ou bien les journaux qui avaient beaucoup plus d'audience, parce que vous savez que dans l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont installées, qui souhaitaient peut-être sonder, voir comment répartir leur publicité et faire leur communication. C'est quand nous avons appris qu'il y a un sondage qui a été fait, qu'on se rapprocher de la société qu'il a eu à la faire pour avoir le sondage et montrer que la RFM reste leader à Dakar. Et je précise que les gens parlent de Dakar, mais la RFM aussi a écouté dans les régions, pour la bonne et simple raison que beaucoup de radios communautaires reprennent le signal de la RFM. Je pense qu'en ce moment, on a un programme qu'on a mis en place pour, aussi bien sur le plan politique de la campagne que sur le plan sportif, que tous les auditeurs soient satisfaits du travail qui sera fait. Et ça, c'est une porte secrète que nous avons. Et je pense qu'au moment venu, les gens sauront le programme qu'on va leur proposer. Félicitations, et c'est RFM qui met fin à ce point actu. Merci Abdoulaye Der, je le reçois comme un encouragement pour toute l'équipe. Ils avaient promis de marcher, les professeurs de l'université de Dakar l'ont fait. Eux qui avaient l'habitude de prendre le chemin des amphis ont plutôt ce mercredi arpenté les rues de Dakar. Une manifestation du syndicat autonome des enseignants du supérieur en grève depuis plusieurs semaines. Les professeurs veulent ce qu'on a fini d'appeler de manière vulgaire de meilleures conditions de vie et de travail. Fatou Bintou Konté et Madani Mariga sur les traces des marcheurs. Les enseignants du supérieur ont battu le macadam ce mercredi. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Souvenez-vous que depuis la grève de l'an dernier, on fait toujours presque la même chose. 72 heures, AG de campus, synthèse des PV de campus, 72 heures, et ça ne dérange pas le gouvernement. Mais je vous dis d'ailleurs que la fac de lettres n'avait même pas commencé, ne peut pas commencer. D'ailleurs. Et le gouvernement, ça les arrange parce qu'ils ne savent pas où mettre les étudiants. Nous, on les a orientés
Et dès qu'on les a orientés, mais les étudiants vont, si on ouvre, on lève le monde, les étudiants vont demander leur bourse et le gouvernement les moyens de les payer. Pour ces enseignants très remontés contre le dilatoire de l'État, c'est une première fois que pareille situation se produit au Sénégal, avec des cours qui jusqu'à présent n'ont pas encore démarré dans l'enceinte universitaire. C'est tout le sens de cette mobilisation. La situation est grave. J'enseigne à l'université depuis une trentaine d'années. C'est la première fois, effectivement, qu'on vous le dit, que certains enseignements n'ont pas démarré dans l'essentiel des facultés. Et c'est une situation grave. Il faut donc prendre la mesure de la situation et trouver rapidement des solutions, sinon ça va être catastrophique. D'ailleurs, pour le candidat de Benou Sigui Sénégal, venu apporter son soutien au monde universitaire, l'État nourrit un complexe face aux universitaires. C'est pourquoi il ne veut pas satisfaire leurs revendications. C'est par l'enseignement, par le sport, que la Grèce a envahi le monde et l'a dominé. Alors, si on néglige les enseignants et l'éducation, où va-t-on? Les rats qui dirigent certaines structures de l'État ont peur de l'université parce qu'ils considèrent que l'université est un volcan. Les enseignants ne comptent pas retourner de sitôt dans les amphithéâtres, ce qui amène à dire que le système universitaire risque d'être perturbé encore une fois de plus. Et vous ne rêvez pas des professeurs d'université avec leur toge qui manifestent dans les rues de Dakar. Le 29 janvier, une date peut-être aussi importante, voire plus que celle du 26 février, le jour du premier tour du scrutin présidentiel prévu au Sénégal. Eh bien, le 29 janvier est le jour où le Conseil constitutionnel va rendre sa décision sur la validité des candidatures, notamment celle du chef de l'État sortant. Le M23, qui a les yeux rivés sur le calendrier, entend amener le président Abdoulaye Wade à renoncer à sa candidature avant la date butoir. Émile Diouf nous déroule le plan d'action du M23. Un nouveau plan d'action pour le M23. Les animateurs du mouvement du 23 juin ont décidé de jeter toutes leurs forces dans la bataille à quelques jours de la date fatidique du 29 janvier. C'est à cette date, en effet, que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la recevabilité de la candidature du président sortant Abdoulaye Wade. Le M23, qui a fini de phagocyter les principales forces syndicales du pays, était aux côtés du SAES ce mercredi pour une marche de protestation en soutien aux enseignants du supérieur. Un pas de plus vers la jonction avec toutes les forces sociales. En tous les cas, ce regroupement de partis politiques, de mouvements citoyens et de personnalités indépendantes n'entend pas du tout s'arrêter en si bon chemin. Un méga-meeting est prévu le lundi 23 du même mois, la nouveauté étant le choix de délocaliser la manifestation dans la grande banlieue, précisément à Guédiawaye. Objectif déclaré, imposer au président de la République le retrait de sa candidature, un choix sûrement stratégique quand on connaît l'importance démographique de ce vivier électoral. Dans le même temps, des caravanes vont sillonner Guédiawaye et Pikine, ainsi que les villes de l'intérieur et les villages les plus reculés, pour donner à la mobilisation un cachet national et populaire. Le M23 espère ainsi frapper un dernier grand coup médiatique aux allures de référendum contre un troisième mandat d'Abdoulaye Wade avant le délibéré du Conseil constitutionnel. Le M23 sera-t-il en mesure de rééditer le coup des manifs du 23 juin, 23 juillet et 23 décembre? Plus que 5 jours et l'opinion publique sera définitivement édifiée sur la détermination et les capacités réelles de mobilisation des opposants à la candidature du président Abdoulaye Wade. Quand des étudiants rendent la monnaie de la pièce, ils font du social. La promotion sortante en pharmacie de l'UCAD est allée au chevet des enfants d'une école coranique. Un dara moderne des Parcelles Assainies entre les mains de ces pharmaciens, un cadeau. Des soins médicaux gratuits pour ces talibés âgés de 6 à 12 ans vivant en internat. Un geste pour lutter contre la mendicité louée par les responsables du Dara. Reportage Émile Diouf, Adamaguigne. Blanche et des enfants talibés ensemble. Le lien est établi
Il est médico-social, une initiative de la promotion sortante 2012 des étudiants en pharmacie en faveur de la petite et de la moyenne enfance. Cette initiative vient dans le cadre des activités de la fin de promotion de pharmacie. Donc cette année-ci, nous entendons introduire et accentuer surtout le volet social. C'est dans ce cadre-là qu'on a initié ces journées de lutte contre la mendicité et surtout pour lancer la campagne de déparasitage au niveau de la petite et de la moyenne enfance. Et pour cela, nous avons comme cible les enfants de 0 à 14 ans et plus les talibés qui sont les plus exposés. Au Dara Abdallah Ibn Mashoud des Parcelles Assainies, ils sont une centaine de pensionnaires, des apprenants du Coran et du français. Ici, les soins offerts vont au-delà du déparasitage et l'initiative pourrait être répandue. À part le déparasitage, on en profite aussi pour faire des soins infirmiers. Qui parle de talibé, parle aussi de plaies ou bien de maltraitance parfois. C'est dans ce cadre-là que nous entendons accentuer aussi les soins infirmiers que nous allons offrir aux talibés gratuitement. Nous entendons faire plusieurs daras au niveau du Sénégal. Donc c'est dans ce cadre-là que nous ciblons la petite et la moyenne enfance pour les déparasiter plus particulièrement. La démarche est appréciée du maître de l'établissement, mais aussi des étudiants. Nous nous réjouissons de l'initiative. Dieu le leur revaudra. Nous voulons que ça se pérennise et que l'action se répande dans les autres daras. Avec cette démarche, nous pourrions trouver une solution à nos problèmes de santé. Ça va nous permettre aussi non seulement de déparasiter ces enfants, mais de leur permettre d'avoir une chaleur familiale qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir, de réduire la mendicité. La promotion sortante 2012 des étudiants en pharmacie veut innover, aller au-delà du festif. À terme, ces étudiants entendent mettre en place une association qui perpétue ce genre d'initiative. Cannes 2012, retour sur la cérémonie de remise du drapeau national aux Lions avant leur départ, n'est-ce pas, Bleider? Effectivement, Mamoudou, c'est une cérémonie solennelle traditionnelle avant chaque grande compétition. Tradition respectée donc, les Lions ont reçu des mains du chef de l'État le drapeau national au Palais de la République, le message d'encouragement du président Wade et reçu 5-5, Ndiaye Dem Ndiaye, milieu excentré des Lions du Sénégal. De recevoir le drapeau national par le président de la République. Maintenant, ce qu'il reste à faire, on va aller là-bas avec le drapeau pour faire de bons résultats. On sait que ça ne va pas être facile, mais on va aller là-bas avec beaucoup de courage et avec la tête tranquille pour aller là-bas gagner la coupe, pourquoi pas. C'est Dieu qui dit ce qui va se passer. Maintenant, on va aller là-bas avec tous les moyens possibles pour gagner les matchs et pourquoi pas gagner la coupe. Maintenant, tout est bon parce que j'ai raté les 2 matchs par une petite blessure sur les ischios. Maintenant, ça va. Maintenant, aujourd'hui, j'ai repris les entraînements avec la course. Peut-être dans 2 jours, je vais reprendre avec le groupe. Ils sont tout beaux, nos Lions, en costume. Ouais, joli costume. J'espère qu'ils marqueront de jolis buts. Papis Demba Cissé, qui en marque justement, a signé à Newcastle pour 5 ans. Avec 8 milliards de francs CFA donc pour ce transfert. L'ancien sociétaire de l'AS Douane quitte ainsi Fribourg et la Bundesliga. Moussa Sow, lui, est courtisé par Fenerbahçe Istanbul. Le club turc propose de tripler son salaire, mais rien n'est encore conclu. Et pour être complet avec la tanière Mamoudou, l'équipe quitte Dakar demain tôt le matin, 7 heures. Pour rallier donc Bata par vol spécial. Le premier match, c'est samedi à 21h face à la Zambie. La fédération met la main à la poche et sort le chéquier, une subvention à la presse sportive et aux supporters. Le 12e Gaïndé reçoit ainsi une enveloppe d'1 million de francs CFA et un chèque de 2,5 millions pour ce qui est de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. C'est un chèque de 2 millions de francs CFA. Le président de la Fédération de football, Maître Augustin Senghor. De la Fédération, de l'ensemble de la Fédération, je voudrais quand même remercier l'ANPS et l'ensemble de la presse sportive pour l'appui ô combien important qu'ils ont apporté à cette phase de renaissance et de reconstruction de notre football.
Quant au 12e Gaïndé, je le dirais simplement que cette qualification qu'on a acquise de haute lutte, elle est d'abord la leur. À tous les moments, vous avez su être là. J'ai aucun doute que si nous continuons dans cette voie, nous aurons encore d'autres satisfactions pour notre football, pour notre pays. Parce que, comme on l'a dit, le message à lancer à tous les Sénégalais, c'est que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée qu'on ait cette consécration que nous méritons. On sait qu'on en a le potentiel, on en a le talent, on en a la volonté, notre peuple en a le mérite. Les prières du peuple sénégalais accompagnent ces lions du Sénégal qui entrent en campagne dès samedi à Bata Mahmoud. Moi, j'ai déjà mon chapelet. Merci. Abdoulaye Der, focus sur la nouvelle hausse du prix du riz parfumé. Le sac de 50 kg est désormais vendu chez certains commerçants dakarois entre 17, 19 et même 20 000 alors qu'il était à 16 000 francs il y a quelques jours. Les ménageries jaunes demandent une baisse immédiate du prix du riz. Un document réalisé par Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara à la caméra. Le prix du riz continue de connaître une hausse. De 17 200, le riz parfumé est passé aujourd'hui à 19 000 francs, voire 20 000 francs le sac de 50 kg chez certains commerçants. Au marché Castor, les consommateurs expriment leur inquiétude. Le sac de 50 kg de riz parfumé coûte très cher. Qu'on le dise ou pas, tout le monde est affecté par la hausse. Ce n'est pas du tout évident pour un père de famille de se payer par exemple 2 sacs de riz par mois. Le gouvernement ferait mieux de diminuer le prix du riz. On vit une situation vraiment pénible, surtout pour nous qui n'avions aucun soutien. J'adopte la solution la plus facile. C'est dur, nous dépensons tout l'argent qu'on nous a remis. Parfois, on comprend difficilement. Une fois arrivé à la maison. Même si les prix sont augmentés, les commerçants grossistes ne se plaignent pas trop. Je vends le sac de 50 kg parfumé à 18 500. Pour le parfumé, le kilogramme s'achète à 400 francs CFA. Mais pour le non parfumé, c'est entre 300 francs et 325 francs. Le parfumé se vend mieux, mais c'est trop cher. Avec cette augmentation, nous sommes obligés de vendre en détail pour satisfaire les clients. Tout le contraire des autres commerçants qui pensent qu'il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Le prix n'est pas raisonnable, les consommateurs ne peuvent pas tous acheter au même prix. 300 ou 350 francs CFA serait l'idéal. Actuellement, il n'y a plus de différence entre grossistes et détaillants. Nous sommes tous obligés de vendre en détail. Dans ces conditions, il faut que l'État baisse vraiment les prix. Après l'augmentation des prix de l'huile et du pain, le riz entre dans la danse. Aujourd'hui, les ménagères souhaitent une baisse immédiate des denrées de première nécessité. Jean-Pierre Dien, bonsoir. Bonsoir, Vous êtes l'administrateur de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. On justifie cette hausse par les cours mondiaux. Est-ce que vous êtes convaincu par cet argument? Pas du tout, parce que d'abord, gouverner, diriger, c'est prévoir. Je pense que c'est manquer de respect aux Sénégalais que de leur dire que au moment où ils le constatent à la boutique, que c'est à cause des cours mondiaux. Ça veut dire que il n'y avait pas de stock et que les livraisons de riz nous tombent comme la pluie dans le pays. Ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps d'importer, de stocker. Donc vraiment, c'est cousu de fil blanc, d'autant plus que vous ne pouvez pas, à ma connaissance, on ne peut pas dire que c'est une information venant de l'État. Aujourd'hui, l'État est absent en termes d'information. Donc c'est peut-être des choses distillées par qui, on ne sait pas. Donc ce qui veut dire que nous sommes dans une situation de laisser aller. Donc pour répondre, on n'est pas... pour être convaincu, il faut écouter. On n'écoute même pas une argumentation
dans la situation dans laquelle le pays est en termes d'augmentation de prix, quel que soit le produit. Parce qu'on nous a habitués depuis quelque temps à laisser les gens fixer leur prix en dehors de tout respect des normes réglementaires. Alors, petite question de profane, même si j'adore notre thieboudienne national, on se focalise sur le riz parfumé. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur? Non, c'est une question d'habitude alimentaire. Vous savez, l'État aussi a un devoir d'éduquer les gens, de communiquer pour inverser la tendance. Mais vous avez vu, quand on a voulu éradiquer la destruction de notre environnement en nous imposant le gaz au détriment du charbon, mais ça s'est très bien passé. Pourquoi on ne le ferait pas par des rubriques, des informations sur des produits à base de légumes, sur le mil, sur le maïs? Mais malheureusement... Ou alors si on ne peut pas abandonner le riz, il y a notre riz qui est produit localement. Et malheureusement encore c'est un échec parce que le président de la République, après les événements de 2008, avait préconisé la Goana. Et il y avait avant cela le retour vers l'agriculture. Aujourd'hui, on importe les 3/4, d'après les statistiques, de notre consommation en riz. La production agricole a reculé, vous avez vu avec le riz local, avec l'arachide, parce que simplement il y a eu de mauvaises prévisions, l'engrais n'était pas suffisant, vous avez le problème aussi des semences de mauvaise qualité. Bref, vraiment, ce qui était arrivé quand les prix ont augmenté au point de créer des émeutes de la faim, eh bien, n'a pas servi de leçon. Donc l'autosuffisance alimentaire, même si elle n'était pas totale, était un chemin allant vers la régulation. Et ça, malheureusement, ça a été un échec. Donc on a une succession d'échecs qui aboutit à une non-maîtrise des coûts dans les produits de grande consommation. Alors, comment maîtriser les coûts en ce qui concerne le riz? Comment surtout réguler un secteur qui est caractérisé par sa libéralisation, mais aussi par ce qu'on appelle en économie la libre administration des prix? Comment? Mais simplement en respectant les structures, les institutions qu'on met en place pour y veiller. Vous avez le Conseil national de la consommation qui veille à la situation des stocks, qui veille à la structure des prix, qui se concerte avec les acteurs, que ce soit les industriels, que ce soit les opérateurs économiques qui évoluent dans la distribution, que ce soit avec les consommateurs. Et les gens posent des questions. Alors nous qui représentons les usagers, les consommateurs, nous demandons la structure des prix. Mais comme en général 60% de la structure des prix est, comme on dit, consommé par la fiscalité, c'est difficile quand un État vit de fiscalité de dire oui, mais vous nous demandez de diminuer la fiscalité, or nos charges sont tellement importantes qu'on vit de ça. Donc quand on ne respecte pas les instruments qu'on met en place pour protéger les consommateurs, forcément il y a du fonctionnement. Alors il y a une sorte de quadrature du cercle, mais quand on revient à la libéralisation, il y a quelque chose qui n'est pas autorisé dans un contexte de libéralisation, ce sont les ententes. Est-ce que vous soupçonnez une entente entre les différents acteurs du secteur pour justement imposer ces prix? Pour nous, cette entente, c'est entre l'État et les gros opérateurs, c'est que les grossistes. Parce que l'État laisse faire. Et les grossistes, bon, l'État aurait pu arrêter l'autre partie. Il y avait, vous vous souvenez, les magasins de référence qui étaient une forme de régulation du marché. À l'époque, on nous avait dit que l'État a investi 2 milliards pour faire démarrer cela. Au finish, beaucoup de magasins de référence ont disparu. Oui. On ne nous rend pas compte de cet argent qui a été investi là-dessus. Les prix sont des fois même plus chers qu'à la boutique. Donc il y a le fiasco total. Comment on peut expliquer un État qui en permanence, en tout cas dans le secteur dans lequel nous avons, nous,
leaders consuméristes une part de responsabilité parce qu'étant les yeux et les oreilles des usagers, nous avons un État qui, à la limite, accepte beaucoup plus le fait des opérateurs, des grossistes, que le mécontentement actuel et futur des consommateurs. Ça veut dire donc forcément, il y a parce que l'État aurait dû dire, avant toute augmentation, regardons la situation des stocks. Vous allez dans une boutique, le prix qu'il a donné aujourd'hui, mais ça doit être le prix de vente qu'il a donné aujourd'hui, mais le prix de revient qui doit être, admettons s'il est à 100 francs aujourd'hui, mais c'est le prix de revient d'il y a une semaine qu'il avait à 100 francs quand il le vendait à 140. Aujourd'hui, il le revend à 150. Donc, il ne fait qu'augmenter ses marges bénéficiaires. À quel dessein? Nous, on pense qu'au profit de l'État. Très bien. Dernière question. Aujourd'hui, il n'y a aucun consommateur qui accepte cette hausse. Qu'est-ce que vous entendez faire pour arriver à une baisse ou à un retour au prix initial il y a quelques jours? Eh bien, saisir l'opportunité du moment, qui est l'effervescence politique, où les Sénégalais pensent ou sont beaucoup plus concentrés vers ça, et dire aux leaders politiques, si réellement vous avez un tant soit peu du souci de la ménagère, alors dans vos discours que vous allez faire ces jours, dans vos rassemblements, appelez les Sénégalais à se mobiliser pour qu'on vienne en arrière et qu'on arrête cette augmentation. Merci Jean-Pierre Dien. C'est à moi de vous remercier, monsieur le consommateur du Sénégal. C'est la fin de l'incontournable pour ce soir. Demain, c'est Khalifa Diakhaté qui vous donne rendez-vous d'ailleurs très bientôt sur cette antenne avec une nouvelle émission show électoral à ne pas rater. Khalifa Diakhaté sera avec des journalistes de RFM, Binta Diallo et Ndiaga Ndiaye de l'Observateur. Merci, bonsoir.